tiens, c'est quoi les données qui sont importantes dans mon service, dans mon équipe, sur les activités que je pilote, que ce soit des activités de projet ou des activités récurrentes. La visualisation des données, c'est vraiment un outil phare, en fait, du Six Sigma, mais aussi que le Lean Six Sigma a repris. Ce qui permet, en effet, d'aller prendre des données et de les rendre visuelles pour pouvoir, d'un seul coup d'œil, en fait, non seulement pouvoir les trier, les mettre en ordre, mais pouvoir prendre des décisions par rapport, en fait, à ces données. Donc, ça va être des outils plus ou moins poussés, plus ou moins précis, et mon intention dans un Lean Six Sigma Flash, c'est d'aller pas aller voir des outils d'analyse statistique ou des outils de représentation complexe en fait des données. Et nous avons en fait énormément d'outils qui nous permettent de faire, comme Excel avec les histogrammes, les graphes, les camemberts. Power BI, pour ceux qui sont sur Microsoft, a aussi énormément de fonctionnalités qui permettent d'approfondir ces outils. Nous n'allons pas forcément utiliser cela. Je vais en partager quelques-uns qui viennent en fait du Six Sigma et qui sont souvent utilisés dans le Lean. Alors pourquoi on fait ça? Prenons un exemple. Nous avons un objectif qui est ici un format d'histogramme qui représente par exemple les résultats de temps de réponse que nous avons par exemple à des incidents. Imaginons, nous sommes dans les télécoms, nous pouvons être un opérateur, ou nous sommes à délivrer des services à des clients, par exemple de maintenance, et nous avons un engagement par rapport à nos clients de résoudre en fait des problématiques à 30, 40, 50 jours. Si ça vous paraît trop long, mettez ça en heures, 30, 40, 50 heures. Et nous pourrions réfléchir à déjà représenter les résultats auxquels nous sommes aujourd'hui. Comme par exemple ici, le graphe que vous avez là, qui représente de manière histogramme, c'est-à-dire le nombre d'occurrences par durée. Par exemple, à 40-50 jours, nous avons un pic quelque part. La plupart des réponses se font à 40-50 jours, mais nous en avons, comme nous le voyons aussi, à 100, 200, etc. Et si nous ne regardons pas l'histogramme, si nous partons juste sur la moyenne, nous pourrions avoir un réflexe de se dire, bah tiens, la moyenne est à 94 jours. Ce que je vous demande en tant qu'équipe, c'est de passer d'une moyenne de 90 jours à une moyenne de 50 jours ou de 60 jours. Est-ce que c'est en fait la question la plus pertinente à poser? Eh bien, si nous ne regardons que la moyenne, la réponse en fait à cette question la plus pertinente est bien de dire divisé par 2, ça paraît pertinent. Or, lorsque nous regardons l'histogramme, qu'est-ce que nous observons? C'est que la moyenne est déjà pas trop mauvaise en fait, puisque nous répondons à 40 jours en moyenne. Nous sommes presque à l'objectif en fait qui est demandé par le management. Par contre, ce que nous réalisons, c'est qu'il y a énormément de réponses, en fait, pas tant que ça, mais trop de réponses, qui sont à des durées extrêmement longues et qui viennent polluer la moyenne. Et donc, de voir cet histogramme, ça nous permet peut-être de réorienter la tactique qui va permettre d'atteindre l'objectif d'être en moyenne à 50, 60 jours. Ça va être d'aller attaquer les incidents qui ont été traités à 500, 700, 1000, 1200 jours. Encore une fois, si les jours vous perturbent, mettez ça en heures. Et ça permet du coup d'aller avoir une efficacité qui est bien meilleure. Donc en fait, de regarder les données, comment elles se comportent, ça c'est dans l'état d'esprit du Six Sigma, qu'on réutilise dans le Lean Six Sigma, va nous permettre d'avoir une approche beaucoup plus chirurgicale et beaucoup plus efficace. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Un des outils, par exemple, qui est utilisé, la boîte à moustache, permet de représenter la médiane, c'est-à-dire l'information en dessous de laquelle la moitié des données sont présentes, et au-dessus de laquelle la moitié des données sont présentes. Et pareil, le premier quartile, c'est-à-dire 25% des données sont en dessous, et le troisième quartile, c'est-à-dire 25% des données sont au-dessus. Et cette boîte à moustache, qui est assez peu utilisée, eh bien ça m'arrive, par exemple, de la recommander pour représenter les données qui ne soient pas que par les moyennes, mais où on voit la médiane et on voit 25% des données. On le voit ici, par exemple, sur un VSM, un Value Stream Mapping, qui a été fait dans un domaine de crédit, en termes d'instruction de dossier, d'études et de mise en place. Et ça nous permet de voir si l'action, elle est sur la médiane, la moyenne, ou sur les pourcentages de quartiles, c'est-à-dire où est-ce qu'on est bon ou mauvais
en fait, dans le VSM ou dans une activité, hein, évidemment, je donne un exemple de VSM, et sur quoi il faut agir le plus. Est-ce qu'il faut agir sur les dossiers qui sont les plus en retard ou sur la moyenne? Ça nous permet d'avoir plus d'effet de levier, en fait, d'avoir cette représentation. Et c'est assez simple, quand vous avez les données, quand vous mesurez, de représenter le premier quartile ou de faire un histogramme avec Excel, c'est très rapide à faire. Ensuite, une autre présentation plus poussée, avec un outil comme Minitab, qui permet d'aller encore plus loin, mais vous avez encore une fois avec Excel énormément d'informations, où nous voyons ici, sur une distribution donc, de données que nous avons, la moyenne, le sigma, pour une distribution qui est très proche d'une distribution normale, on pourrait mettre à gauche, gaussienne, en forme de sigma, mais dans une distribution qui est non normale, très éloignée, par exemple asymétrique, comme celle que je vous présente là, ou celle que je vous ai présentée au début, on a l'impression que c'est une situation gaussienne ou normale, mais en fait c'est très différent, puisqu'il y a énormément de données qui continuent à droite en termes de jours. Eh bien, c'est très rare d'avoir des distributions qui ressemblent à une gaussienne. Donc c'est bien de regarder sa représentation. Et ici, nous pouvons représenter, comme vous le voyez ici, ce qu'on appelle le mode, c'est-à-dire la donnée ou les données qui sont les plus fréquentes, et aussi ce qu'on appelle le P95, c'est-à-dire l'ensemble des données dans 95% des cas où est-ce qu'elles se situent. C'est comme le troisième quartile. Le troisième quartile, c'est 75% des données. P95, c'est là où 95% des données se retrouvent. Vous pouvez aussi représenter, par exemple, ce qu'on appelle les points aberrants. Et on voit que dans cette situation, ici, il y a des données qui sont vraiment extrêmes. Nous les retrouvons dans les schémas que je vous ai présentés, ici, ce qu'on appelle des outliers, en haut de la boîte à moustaches, ou encore en avance, ici, des données, par exemple, à 1100 jours, ou des données à 5 jours. Ce sont des cas d'exception qu'on peut mettre de côté parce qu'ils sont très rares. Parfois, c'est quand même intéressant de les regarder, mais très souvent, on les met de côté, par défaut. Donc la réflexion que je vous invite à avoir maintenant, c'est d'utiliser cette représentation visuelle que je vous partage ici dans les données, qui pour moi m'aide le plus en fait dans les approches Lean Six Sigma, de Flash ou Greenbelt. C'est d'aller représenter en fait à quoi ressemble votre distribution de données. Donc vous faites un histogramme et vous allez regarder où est le centre des données. Vous allez regarder l'étendue, c'est-à-dire tout ce que ça couvre. Vous allez voir la forme de la distribution et on va voir dans les particularités qu'il y a des formes qui sont très différentes. Et puis vous allez voir un peu, tiens, par rapport à mes attentes, comment est-ce que ça fonctionne? Et moi qui ai été formé par un super master black belt, très souvent, juste cette représentation visuelle, dans une majorité des cas, elle est hyper éclairante et elle fait vraiment, vraiment la différence. Donc vous pouvez choisir de faire la moyenne et le sigma, mais vous pouvez aussi choisir d'aller juste représenter ces données et de voir, regardez les particularités qu'on voit. On peut avoir une forme de cloche symétrique, ok. Mais parfois, on a deux modalités comme ça qui interviennent. Parfois, c'est asymétrique. Tiens, qu'est-ce qui fait que c'est asymétrique? Ensuite, vous avez des points qui sont plus fréquents. Vous pouvez avoir deux parties. Vous pouvez avoir des valeurs qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. Donc, tous ces comportements-là sont vraiment intéressants à analyser. Je me rappelle d'une expérience très forte dans une banque de crédit conso, où justement on avait représenté, par exemple, en histogramme, les montants qui étaient attribués. Et dans le crédit conso, les montants évoluent de 1 000 à 20 25 000 euros en fonction du type d'investissement qui est fait. Et nous avions remarqué une courbe qui, en fait, était d'abord assez importante, autour de 3 000 4 000 euros, qui représentait un type de prêt assez fréquent, conso, qui ne demandait pas forcément de justificatif. Et puis nous avions une courbe qui redescendait, puis qui remontait jusqu'à 8 000, 9 000, et qui chutait avant 10 000. Et puis, juste à 10 000, c'était très faible, et ça remontait vers 15 000, 20 000. Et lorsque nous avions présenté en fait, cette courbe aux décideurs, aux analyseurs de risque, en fait, ils nous ont dit qu'à partir de 10 000 euros, il y avait une contrainte beaucoup plus forte d'avoir des arguments, des éléments. Et en fait, les conseillers de vente recommandaient aux clients de ne pas commander 10 000, de commander 8 000, 9 000, d'être en dessous de la norme. Donc en fait, il y avait des comportements le système en fait s'arrangeait autour des contraintes qui étaient indispensables par le risque. Et la courbe l'expliquait, mais de le voir, ça a permis en fait de changer la stratégie de l'entreprise, de revenir vers les vendeurs, dans les agences, et de les conseiller différemment pour éviter ce phénomène qui en fait palliait aux contraintes de risque et qui desservait l'ensemble de l'organisation et aussi des clients. Donc faites cet exercice-là d'aller voir à quoi ressemblent les courbes. Et je ne peux pas m'empêcher de ne pas vous présenter le Pareto. Alors le Pareto, très connu,
est soi-disant un principe, une norme. C'est faux. C'est en fait une représentation, ce n'est pas une loi, c'est une forme de visualisation comme celle que je vous ai présentée derrière, qui permet en fait d'identifier quels sont les points clés. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et c'est ce qu'on voit ici sur ce schéma, à gauche par exemple, on regarde le nombre d'accidents par service. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'en fait ça ne suit pas le fameux principe de Pareto, qui dit que 80% des problèmes sont portés par 20% d'une cause. Eh bien en fait ce soi-disant principe qui a été établi par Wilfredo Pareto, qui est basé sur le fait, à l'origine en Italie, je crois que c'était au XXe siècle, au début du XXe siècle, que 80% des richesses en Italie étaient possédées par 20% en fait des personnes. Alors si on le refaisait aujourd'hui, c'est pas ce qu'on aurait. On aurait plutôt 95-98% des richesses sont possédées par 5% ou 2% des personnes. En tout cas dans le monde, c'est ce qu'on réalise. Donc en fait, le entre guillemets principe de Pareto n'est pas, et qui est résumé par le 20-80, qui est un super moyen mémotechnique, n'est pas une norme absolue à avoir. Et quand vous le regardez sur cet exemple ici, ce n'est pas le nombre d'accidents par service qu'on va regarder. Ce qu'on va au contraire regarder, c'est de regarder les différents axes. Donc plutôt que de regarder par service ou par département, on peut peut-être regarder, tiens, selon la partie du corps qui est touchée. Ou alors, on peut changer donc l'abscisse, le levier, mais on peut aussi changer l'ordonnée. Ce n'est pas le nombre d'accidents, c'est le temps qui est perdu, l'impact que ça a, la gravité en fait de l'accident. Ou on peut aussi regarder en termes de ratio par rapport au nombre d'heures de travail. Donc vous avez différentes manières sur lesquelles vous pouvez regarder très clairement comment identifier visuellement les données. Et c'est l'invitation que j'ai à faire et la pratique que je vous propose. Tiens, c'est quoi les données qui sont importantes dans mon service, dans mon équipe, sur les activités que je pilote, que ce soit des activités de projet ou des activités récurrentes. Si j'ai des données, tiens, comment est-ce que je pourrais les représenter visuellement, comme on l'a vu précédemment, pour voir l'histogramme? Ok. Je le fais par exemple dans des équipes qui produisent un certain nombre d'éléments, de données, de dossiers. Par exemple, on fait 20 dossiers par jour. Eh bien, on regarde statistiquement assez facilement avec des histogrammes par personne, par type de dossier, comment ça se représente. Et vous pouvez le faire assez rapidement, finalement, sur des équipes de 10-20 personnes. Donc je vous invite maintenant à réfléchir, tiens, où est-ce que je peux avoir des données sur lesquelles je pourrais regarder visuellement l'histogramme? Et comment je peux jouer sur les différents axes et la manière de les représenter pour identifier des leviers ou des prises de conscience qui vont nous permettre de voir c'est quoi les leviers, c'est quoi les X, c'est quoi les causes qui vont influencer la performance de ces activités ou la performance en termes de sécurité comme nous le voyons ici.